Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous parler de spatial. Alors, le spatial fait le buzz depuis quelques années, pour le meilleur et pour le pire, mais le spatial, c'est pas seulement SpaceX, c'est pas seulement la conquête de Mars. On utilise en fait le spatial tous les jours, et vous et moi, et les entreprises, donc aussi bien pour de la géolocalisation, pour la météo, pour des photos satellites pour la cartographie. Ensuite, on va avoir les industries de l'agriculture qui vont utiliser les données spatiales, évidemment, tout ce qui va être maritime, sécurité, défense, l'environnement avec des sociétés qui vont traquer la déforestation, par exemple, et beaucoup d'autres usages à venir. Et c'est là que nous, ESABIC, nous intervenons, nous aidons à l'émergence de nouveaux projets en lien avec le spatial ou pas encore, en fournissant de l'expertise technique, business et une subvention. Alors, le programme ESABIC est financé par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et le CNES, l'Agence spatiale française. Et beaucoup des sociétés que nous accompagnons sont des startups qui sont en fait en dehors de l'industrie spatiale et qui vont avoir besoin éventuellement à un moment donné d'utiliser du spatial pour améliorer leur performance, pour ouvrir leur marché. Donc c'est aussi pour ça qu'on vient intervenir à un événement comme Big de BPI pour présenter les opportunités que présente le spatial. Donc vous allez voir dans un instant 3 startups qui vont venir pitcher, que nous accompagnons, que nous sommes très fiers d'accompagner et qui utilisent le spatial à des fins vraiment très différentes. Je suis Sophie Champagne, manager pour ESABIC Sud France, et je serais ravie d'échanger avec vous si ESABIC et le spatial en général vous intéressent après la conférence. Mais sans plus attendre, on va passer au pitch des startups et je vais accueillir Celeste Science. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Milan Claire, je suis directeur technique chez Celeste Science. Donc Celeste Science, c'est une entreprise montpelliéraine qui est née en 2023 avec comme objectif de développer des modèles de prévision climatique à des horizons moyen terme. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va utiliser l'intelligence artificielle et la physique et tout un tas de données qu'on va ingérer pour essayer de produire des prévisions d'événements climatiques extrêmes. Donc on parle de sécheresse, de vagues de chaleur, d'inondations, de feux de forêt, à des horizons qui ne sont pas couverts par les modèles météo actuels. Donc on parle d'horizons qui vont de quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois, et peut-être dans quelques années, quelques dizaines d'années. Et l'objectif, c'est d'accompagner nos clients, qui sont des clients dans l'énergie, dans l'assurance, des collectivités locales, des ONG, dans l'anticipation de ces risques, pour leur donner un maximum de visibilité. Et l'objectif, c'est de les aider à construire de la résilience et donc de les équiper pour pouvoir gérer au mieux l'occurrence de ces événements. Donc comment on fait ça ? En fait, dans les faits, pour faire ça, il y a un gros enjeu qui est celui de dépasser l'horizon de la météo. Donc quand on parle de météo, de quoi on parle ? On parle des prévisions qui sont faites sur des horizons qui vont de 0 à 5 jours et qui sont celles que vous pouvez voir après le JT de 20h sur TF1 par exemple, et qui vont fournir des informations très précises pour un certain nombre de variables comme la température. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire du climat, donc c'est de procurer de la visibilité au-delà de cet horizon. Et pour ça, on a besoin d'intégrer beaucoup de choses qui sont très différentes de la météo. Un des problèmes principaux de la météo, c'est que l'atmosphère est un système très chaotique. On parle souvent d'effet papillon en fait, pour représenter ça. C'est l'idée qu'on est sur un système qui est tellement anarchique qu'un battement d'aile de papillon au Mexique pourrait théoriquement avoir des conséquences sur le climat global dans les mois à venir, sur l'intégralité du système Terre. Et donc comment on fait ça ? Justement, pour voir plus loin, on a besoin d'utiliser l'interaction de la Terre avec des systèmes qui sont beaucoup plus lents, beaucoup plus inertiques, notamment les océans, notamment la Terre, qui vont évoluer sur des temps beaucoup plus longs et nous donner de l'information au-delà de quelques jours. Et en plus de ça, on va s'appuyer sur des phénomènes climatiques ou des facteurs climatiques, comme vous avez probablement entendu parler au cours des dernières années de d'El Niño et La Niña, qui sont des phénomènes d'oscillation qui vont avoir des effets sur des fixations climatiques sur différentes parties du globe.
Et donc, en fait, à partir de tout ça, on va intégrer toutes ces données dans des modèles d'IA qu'on va construire en s'appuyant toujours sur de la physique, essayer d'adapter ces modèles. On parle vraiment de modèles gigantesques, hein, avec des milliards de paramètres qui sont de l'ordre de ceux que vous pouvez avoir pour les modèles de langage comme ChatGPT. Et l'idée, c'est d'aider ces modèles à identifier des interactions, des facteurs, et de comprendre les interactions entre ces systèmes pour repousser l'horizon prédictif. Et pour entraîner ces modèles, en fait, on a un usage qui est complètement indispensable de la donnée spatiale, parce que c'est nécessaire pour entraîner nos modèles et les initialiser au moment de la prévision, d'avoir une vision consolidée et très exacte du système Terre. Pour ça, on a besoin d'avoir accès à tout un tas de variables, à la température sur différentes couches de l'atmosphère, au vent, à la surface des océans, à la température des océans. Et ça, c'est des choses qui sont tout simplement inaccessibles via mesures physiques. Donc on a tout un maillage de stations météo, de radars qui vont faire des mesures sur Terre. Mais il y a des choses qui sont purement inaccessibles sur Terre. Et donc le passage par le spatial est incontournable. Et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau du tout en météo. Depuis les années 80, on a beaucoup de programmes, notamment en Europe, avec l'ESA ou EUMETSAT, qui ont développé toutes des constellations de satellites qui permettent d'avoir une visibilité très précise du système Terre à différentes couches d'altitude, de connaître la composition de l'atmosphère. Et ça, c'est tout un tas d'informations qui sont extrêmement précieuses pour nous et qui vont nous permettre de construire des modèles qui sont extrêmement robustes. Je peux vous donner un exemple. On a par exemple un modèle qu'on utilise pour faire des prévisions de rendement agricole. La prévision de rendement agricole, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile parce qu'on a besoin, pour entraîner nos modèles, d'avoir l'information pour chaque parcelle agricole de la quantité de biomasse de végétaux qui est présente sur cette parcelle. Vous doutez bien qu'il n'y a pas des gens qui vont relever tous les jours la quantité de végétaux présente sur toutes les parcelles du monde. Et donc en fait, la seule façon d'accéder à cette information, c'est le spatial. Donc nous, ce qu'on va faire par exemple, c'est utiliser des informations, des mesures satellites, de la fraction du rayonnement solaire qui est absorbé par les plantes pendant la photosynthèse. Et ça nous permet d'identifier de manière assez précise la quantité de végétaux présente sur une parcelle. Et à partir de ça, on peut initialiser et calibrer des modèles qui, à partir de mars, nous permettent de prédire avec une précision de l'ordre de 80% les parcelles qui vont avoir des déficits de production très forts en octobre. Donc on a un horizon de prédiction qui s'étend au-delà de 6 mois, ce qui est quand même extrêmement intéressant, notamment pour les assureurs ou pour les agriculteurs, et leur permettre de s'équiper face à des risques de sécheresse, mais aussi pour des gouvernements qu'on va accompagner dans la gestion des risques de sécurité alimentaire. Et donc on a fait une levée de fonds en début d'année de 2 millions, justement pour accélérer tous ces développements. Les 2 premières années de notre croissance ont été vraiment consacrées à des activités de R&D, parce que l'objectif, c'est vraiment de dépasser l'état de l'art en termes d'intelligence artificielle. Donc on s'appuie sur tout un tas de ressources, on a un ancrage académique qui est très fort. Notre directeur scientifique est un chercheur de Columbia qui est très reconnu dans le domaine, qui s'appelle Pierre Gentine, et qui nous aide beaucoup justement à accélérer sur cette partie. On peut s'appuyer sur des partenariats comme celui avec les ABIC, qui nous donnent accès à des données satellites, à du conseil technique dans leur valorisation. Et pour ingérer toutes ces données, ce qui est un challenge assez monstrueux, on a la chance d'avoir notamment accès au cluster Adastra du CINES, qui est un des plus grands supercalculateurs d'Europe. Et donc l'objectif, maintenant qu'on a atteint ce stade de maturité en termes de modèles, c'est de creuser ces 2 marchés qui sont l'énergie et l'assurance, qui sont les premiers consommateurs de données climatiques, pour dans un premier temps construire des produits qui permettent d'aller assez loin dans le cas d'usage. C'est l'exemple que je vous donnais avec la gestion du risque agricole. Et l'idée dans le futur, c'est d'évoluer vraiment vers l'open source et de pouvoir accompagner en plus des acteurs privés, des institutions gouvernementales, des institutions publiques, des gouvernements, pour les aider à s'équiper contre la gestion du risque climatique et pour construire une société plus résiliente pour demain. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Milan. Je vais accueillir Pierre-Arnaud Coquelin de WIR, qui va vous présenter la solution de géolocalisation indoor révolutionnaire. Merci Sophie. Moi, je vais le faire assez vite. Donc effectivement, je suis CEO de WIR. WIR, c'est une deep tech montpelliéraine qui fait quelque chose d'extrêmement simple. On fait exactement la même chose que le GPS, c'est-à-dire qu'on géolocalise via un tracker des objets, des personnes
ou des machines, mais avec une différence fondamentale qui est que ça marche aussi à l'intérieur. Donc on a tous un GPS dans notre téléphone ou notre voiture, ça marche globalement bien. Ça géolocalise tout à 2 mètres près, mais que dehors. En fait, par exemple, si vous l'allumez là, à moins que je mente, normalement votre position va être très, très mauvaise, vous allez être 50 mètres à côté. Et donc, il n'y a aucune solution au niveau mondial qui permet de géolocaliser dedans. Donc, par exemple, un pompier en intervention dans un feu dans un bâtiment, on ne peut pas le localiser. Le GIGN qui intervient au Bataclan, pareil. Des pièces détachées dans les usines de Safran, pareil, etc., etc., etc. En fait, ça paraît tout bête, mais pour l'instant, jusqu'à ce que Weir existe, c'est-à-dire jusqu'à il y a 5 ans, il n'y avait aucune solution technologique capable de faire ça. Pour être plus précis, il n'y avait aucune solution qui pouvait géolocaliser derrière un mur. Donc en fait, c'est ça qu'on a inventé d'un point de vue purement technique et scientifique. C'est la première technique radiofréquence où j'émets une onde avec une antenne, je traverse jusqu'à 1 km en espace libre et 50 mètres de béton, et derrière ce mur, j'ai une distance entre l'antenne et le petit tracker à 1 mètre près. Forcément, si je mets 4 antennes et que je fais 4 traits de compas, ma distance, ça devient une position, et donc je peux traquer tout ce que je veux. Donc ça, c'est le point de départ de Weir. C'était il y a 5 ans. On a inventé ça avec mon associé Antoine Carabin, qui est lui dans le domaine de la radiofréquence, et moi je suis mathématicien. L'invention de Weir en soi, elle est à la croisée des chemins, donc justement entre les maths. Pour ceux qui ont des bons souvenirs de la prépa ou de leur école d'ingénieur, c'est une transformée de Fourier inverse dans l'espace des phases. Attention, interrogation à la fin de la séance. D'un côté, c'est ça, et d'un autre côté, évidemment, il faut être capable de fabriquer le système radio qui va avec, d'où mon association avec Antoine. Donc on a craqué ce problème il y a 5 ans. Ensuite, on a déployé la ville de Montpellier. Donc moi, c'est ma 3e entreprise. Les 2 précédentes ont bien marché, donc du coup, j'ai un peu d'argent. C'est moi qui ai mis 1 million d'euros au début de l'entreprise, il y a 5 ans, pour recruter 3 personnes, faire un MVP et déployer la ville de Montpellier en 2022. On a loué 5 chambres de bonne dans Montpellier. On a bricolé un matériel totalement illégal. On a passé des antennes par la fenêtre. On a invité 40 entreprises à se promener dans Montpellier, la gare, le centre co, le parking. Ils ont trouvé ça super. Ils nous ont pondu 40 LOI, donc 40 lettres qui disent j'ai assisté à la démonstration, ça marchait bien, nous ça nous intéresse. J'ai pris ces LOI, je les ai montrés à Anthony Bourbon. Anthony Bourbon, il venait de monter le Blast Club, pour ceux qui connaissent. Du coup, il a dit ok, moi je participe à ta levée. On l'a mis en ligne sur le Blast. Au bout de 3 heures, on avait 11 millions d'euros de propositions. On a bloqué à 5 millions. Et donc, du coup, mi-2013, on a levé avec le Blast, Sophie Laro, qui est le fonds innovation du Crédit Agricole, et d'autres, 11 millions d'euros. Avec ces 11 millions d'euros, j'ai recruté 30 ingénieurs. On a fabriqué du coup le vrai système légal et commercial. On a encore mis 2 ans à le faire. On l'a sorti en janvier de cette année. Et donc, depuis janvier, on fait 3 choses en parallèle. D'une part, on vend ce système. Donc, pour faire simple, on déploie une usine. Notre cible de base, c'est une usine. Des centrales nucléaires, des sites de production de Total, des usines où il y a des personnes à traquer, du matériel et des machines. On déploie globalement une usine toutes les 2-3 semaines. Ça coûte 200 000 € d'installer une usine pour notre client. D'un autre côté, on miniaturise la technologie de réception parce que notre tracker, il est encore un peu gros. Il mesure quelques centimètres et l'idée, c'est qu'il mesure quelques millimètres et qu'on puisse en mettre sur tous les tournevis qu'on perd dans les coques des Airbus. Et troisièmement, et c'est là où c'est intéressant, et c'est pour ça qu'on a candidaté à l'ESABIC et qu'on continue dans le spatial, c'est qu'en fait, la vraie révolution, elle arrivera quand tu n'auras plus besoin d'installer 4 antennes autour du site à traquer, mais que ça marchera comme le GPS, qu'on sera localisé dedans sans rien avoir à installer. Et pour faire ça, vous me voyez venir, il faut envoyer des satellites. Donc en fait, on prépare notre constellation de satellites. Notre premier satellite, il sera en orbite en octobre 2026. Globalement, tout est à peu près fini à ce niveau-là. Les 5 suivants en décembre 27, puis 65 en 2028. Pourquoi 65 ? Parce qu'avec 65 satellites, on traque tout le globe avec 1 point par heure. Et après, notre but, c'est d'en envoyer 330, parce qu'avec 330 satellites qui émettent des signaux WIR, on a un tracking continu worldwide. Et le but à la fin, c'est assez simple, c'est de faire un deal avec Apple, Samsung, Tesla et autres pour être à côté des chips GPS dans nos téléphones en 2030. Donc, le rêve de l'entreprise, c'est d'être annoncé à la keynote d'Apple pour l'iPhone 30 en 2030 comme le nouveau feature de l'année. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre-Arnaud. Est-ce que Melpomene est là pour PeerCode ? Non. Problème technique. Dans ces cas-là, je vais inviter les 2 premiers intervenants à venir à répondre à d'éventuelles questions. Improvisation. Moi, j'ai une question. Allez.
Qu'est-ce qu'une transformée de Fourier inverse, du coup? Pas tous en même temps. Est-ce qu'on a des questions dans la salle pour les deux sociétés qui ont été présentées? Ah, pardon. Oui, bonjour, merci, c'est passionnant. On parle beaucoup de 4G, 5G indoor industriel. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette technologie? Alors nous, on se positionne pas du tout là-dessus. Donc je vais laisser mon collègue répondre. Très bonne réponse. Tu m'as bien refilé la balle. Alors effectivement, oui, nous on rentre sur des appels d'offres où la 5G arrive. En fait, pour faire de la géolocalisation, il faut 3 trucs. Il faut une techno qui géolocalise, donc qui positionne un point. Ça, c'est l'équivalent en dehors, c'est le GPS. Après, il faut une techno qui remonte la donnée, qui la transmette. Donc par exemple, sur nos téléphones, c'est la 4G qui va transmettre la techno. Ça peut être la 5G. Et puis il faut une techno pour l'afficher, parce que c'est pas le tout si on n'a pas de carte. Avoir un point, ça sert à rien. Donc nous, on est un des 3 maillons de la chaîne. On géolocalise. Et effectivement, le deuxième maillon, c'est la transmission de la donnée. Et donc, nous, on répond conjointement à des appels d'offres 5G. Donc, l'appel d'offres typique, c'est effectivement une usine qui veut passer à la 5G, devenir une usine 4.0. Elle va connecter tout un tas de trucs et elle va localiser tout un tas de trucs. La 5G, pour localiser, c'est pas bon. Ça localise à plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres. Donc, on va transmettre la donnée avec la 5G et localiser avec WIR. Et en général, afficher avec un logiciel tel que Boozmap ou Google ou tous ces dérivés. C'est complémentaire, vive la 5G. Est-ce qu'on a une autre question? Bon, moi j'en ai une. Quand on est une start-up qui n'est pas à la base dans le spatial, à quel point est-ce que c'est complexe / compliqué d'intégrer du spatial dans vos solutions? Et comment vous avez trouvé voilà, l'écosystème dans un support, on va dire, à cette initiative? Très bonne question. Alors nous, on a beaucoup de chance dans tout ce qui est sciences climatiques, parce que comme je vous le disais, c'est des données qui sont indispensables au secteur et dont l'accès a été démocratisé depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc il y a beaucoup de datasets d'accès public qui sont facilement accessibles avec une documentation très bien faite. Il y a énormément de constellations de satellites qui fournissent des informations très précises avec beaucoup de granularité. Et donc l'enjeu, il va plus être dans la gestion du volume de données. Et là, ça passe plus par un savoir-faire en termes de ressources cloud et d'infrastructures, justement pour parvenir à ce niveau-là. Et donc ça, on a un peu d'accompagnement technique à travers les incubateurs auxquels on va participer. Et c'est pas mal de réseaux aussi, justement, pour réussir à progresser à ce niveau-là. Merci. Pierre Arnaud, un mot là-dessus? Alors, chez nous, c'est très pertinent parce qu'effectivement, le duo de créateurs, c'est un mathématicien qui ne sait rien faire d'autre que des maths et des boîtes dans la tech. À la base, c'était du logiciel et du hardware, mes boîtes précédentes. Et mon associé qui vient de l'électronique. Donc nous, le space, on n'y connaît rien. Et je dirais même plus, au départ, on n'avait pas imaginé en fait mettre ça sur les satellites. Nous, au départ, on voulait un peu faire comme Sigfox. On voulait déployer la France avec des antennes tous les 10 km en se disant on va mapper la France, on va apporter la géologue indoor comme ça. On a calculé le coût de déploiement de la France. C'est 3 fois plus cher que de déployer le globe avec des satellites. Alors ça nous a fait réfléchir un peu. Et deuxièmement, après, on a fait une étude de faisabilité pour voir si finalement c'est faisable de mettre notre technologie dans des satellites. Et oui, c'est faisable. D'ailleurs, c'est le CNES qui, lors d'un call, nous a soufflé que s'ils y avaient pensé, alors sous forme de blague, mais s'ils y avaient pensé avant Galileo, ils auraient mis WIR dans Galileo. Donc on s'est dit, bon, il faut peut-être qu'on regarde ce qu'on peut faire. On a payé l'ONERA pour savoir, parce qu'il y a un truc dans l'espace qui s'appelle la ionosphère, qui est une couche de l'atmosphère entre les orbites basses et la Terre, qui perturbe les ondes et ça perturbe le système WIR. On a payé l'ONERA 150 000 € pour qu'ils étudient si la ionosphère allait pourrir nos signaux ou pas. La réponse, c'est non. Et à partir de là, on s'est dit, banco, si on lève 100 millions, on a 65 sats et on est les rois du monde. Du coup, on s'est mis dans l'idée de lever 100 millions. Alors là, en ce moment, on en lève 40 pour déjà en financer les premiers sats. Et deuxièmement, comme on n'y connaît rien au space, on a gentiment débauché des managers de chez Thales Alenia Space qu'on a fait venir chez nous. Donc, par exemple, notre Space Program Manager, c'est un ancien de chez TAS qui a construit une équipe Space. Et puis, on s'est lancé. Donc, globalement, à ma grande surprise, ma très grande surprise, c'est, je trouve, un milieu assez accueillant. Et c'est assez simple, en tout cas, le New Space. Bon, les orbites MEO et GEO, j'y connais rien. Mais en tout cas, les orbites basses,
pour 2-3 millions, on a un satellite, on a du matos qui marche, c'est assez structuré, il y a plein de startups assez accueillantes. C'est aussi un écosystème qui cherche des startups comme nous. Alors nous, finalement, on paye, on alimente l'écosystème, donc forcément, on est bienvenu. Mais voilà, donc en fait, je trouve que c'est un milieu assez facile à pénétrer. Si je dois le comparer aux mes 2 startups précédentes, la précédente, je travaillais dans le sport. Mes clients, c'était le Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais et les clubs de sport pro. C'était facile de leur parler, mais difficile de leur vendre des trucs parce que c'est des radins. Et ma boîte d'avant, c'était des logiciels de prévision de vente pour la grande distribution. Et eux, c'était difficile de leur parler et difficile de leur vendre des trucs. Donc le space, c'est très bien. Venez dans le spatial. Merci beaucoup à tous les deux. On va accueillir Melpomeni qui vient d'arriver pour nous présenter Peercode. Sous vos applaudissements, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Melpomeni Dimopoulou et je suis PDG et cofondatrice de la startup Peercode. Alors chaque jour, on génère 300 exaoctets de données. C'est l'équivalent d'un siècle d'archives audiovisuelles européennes générées en 24 heures. Pourtant, 70% des informations qu'on va générer resteront inutilisées pendant plusieurs années et c'est ce qu'on caractérise, qu'on labellise comme des données froides. Je vous donne des exemples. Toutes données administratives dans une entreprise, toutes données légales, des dossiers médicaux, même, et bien sûr, une application très spécifique, c'est les données satellitaires qu'on garde pendant un temps indéfini et qu'il faut garder en toute sécurité sans l'altérer pour de longues périodes. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on stocke, comment est-ce qu'on archive ces données? On utilise des périphériques comme des bandes magnétiques ou des disques durs qui sont limités en termes de capacité et ont une durée de vie de 5 ans maximum, entraînant des migrations de données fréquentes, coûteuses, énergivores et bien évidemment très risquées car on peut avoir de la perte de la donnée. Alors si on pouvait utiliser la molécule de l'ADN comme support de stockage. Pourquoi l'ADN? Parce que dans un seul gramme d'ADN, on peut stocker un data center entier de pétaoctets de données. Et ce, pour des milliers d'années, sans perte et sans aucune consommation énergétique une fois la donnée stockée. Un gramme d'ADN, ça peut être comme ça, petit comme ça. Et alors chez Peercode, on propose une solution disruptive pour ça, pour l'archivage des données numériques. On développe une mémoire ADN. Comment est-ce qu'on va stocker des données dans de l'ADN? Je vais essayer de simplifier un peu la procédure pour vous. Alors, toute information digitale est exprimée sous la forme d'une séquence binaire composée par des 0 et 1. Ensuite, on va encoder cette séquence binaire sous la forme d'une séquence à 4 symboles, 4 bases. Les bases constructives de l'ADN, les nucléotides, qu'on a l'habitude de désigner en utilisant les lettres A, C, T et G. Ensuite, la séquence quaternaire encodée sera synthétisée sous la forme d'ADN synthétique. Cet ADN, ce n'est pas de l'ADN vivant. Ça ne peut pas produire de vie, ce n'est pas un génome, mais sa composition biochimique, c'est la même que l'ADN vivant. C'est pour cela que ça garde les propriétés qui le font un excellent candidat pour l'archivage. Ensuite, cet ADN va être encapsulé pour le préserver à long terme dans une température ambiante sans perte pour des milliers d'années. Et quand on va vouloir retrouver l'information, on va utiliser des machines qui existent déjà, qui s'appellent séquenceurs, qui peuvent lire des brins d'ADN et nous donner l'information quaternaire. Et en utilisant la procédure de décodage et des méthodes de correction d'erreurs, on peut retrouver l'information sous sa forme binaire digitale d'origine. Alors chez Peercode, concrètement, on développe une mémoire ADN entièrement automatisée pour l'écriture et la lecture, afin de proposer une solution disruptive pour les sociétés avec un fort besoin d'archivage et aussi les data centers. Aujourd'hui, on est en phase de développement. Notre technologie est encore bas en termes de TRL. Il faut passer à l'échelle. Et on cherche des partenariats stratégiques avec des acteurs de l'écosystème qui partagent notre vision pour un avenir plus vert. On cherche de co-développer des preuves de concept industriels. Et ensuite, on est aussi en phase de levée des fonds. On lève 5 millions d'euros afin de pouvoir proposer une solution pour l'écriture et la lecture automatisée jusqu'à 2029. Voilà un peu sur Peercode.
Merci beaucoup, Melpo. Est-ce que vous avez des questions sur Percode? Oui. Oui, en fait, le spatial, c'est vraiment une donnée très importante en termes de volume. Et une application concrète pour nous, c'est les données satellitaires. Pourquoi? Parce que quand je pose la question, pour combien de temps est-ce qu'il faut préserver et garder toutes données satellitaires afin de savoir comparer toute l'historique de données, c'est bon, on ne sait pas. C'est pour toujours. Et c'est pour cela que c'est vraiment une application très importante pour nous. C'est des données massives qu'on garde parce qu'il faut comparer, il faut avoir tout l'historique. Et c'est là où le spatial, pour nous, c'est très important. Et bien sûr, on cherche, comme je l'ai précisé, de partenariats stratégiques. Et tout acteur lié avec des données satellitaires pourrait être une très belle première application pour nous, pour qu'on puisse comprendre bien le besoin de ce marché et développer notre produit selon les besoins. Le spatial comme un marché, donc, dans ce cas-là. Il y avait une autre question. Oui, attendez, je vous apporte le micro parce que sinon... Merci beaucoup pour la présentation. Vous avez mentionné qu'il faut certaines conditions de stockage pour votre ADN synthétique, notamment en termes de température, mais du coup, est-ce qu'il y a aussi des problématiques de refroidissement? Auquel cas, non? Non, dans ce cas, c'est pour ça que j'ai dit il faut encapsuler la donnée en utilisant des technologies spécifiques. Il y en a plusieurs. Nous, chez Percode, on teste plusieurs méthodes d'encapsulation pour s'assurer que l'ADN ne va pas se dégrader dans une température ambiante. Alors, pas besoin d'avoir de manière de refroidissement. Pardon. Ok, très bien, merci. Merci. D'autres questions? Merci pour la présentation. Vous avez parlé de l'échelle TRL, donc c'est peut-être avoir une idée sur du coup, où vous en êtes. Oui. En plus, à quel stade de développement? Et une dernière question, c'est que pour le moment, vous n'êtes pas dans l'association de DNA Storage. Est-ce que ça serait un souhait pour vous de la rejoindre, justement, pour mieux vous entourer? Alors, je veux commencer par le deuxième. On est dans l'alliance DNA Data Storage. Oui, cependant, on est en phase. Bon, on est un spin-off du laboratoire de recherche I3S, alors l'Université Côte d'Azur, qui existe dans la liste. Et on fait le changement maintenant, car on participait en tant que laboratoire. Et on est en phase de. J'ai déjà demandé, en fait, pour rentrer Percode officiellement dans l'Alliance. Mais oui, on est dans l'Alliance, on participe à l'Alliance. C'est très important pour nous, bien sûr, parce qu'il faut suivre aussi les standards. En phase de développement, aujourd'hui, on est en phase où on peut proposer un service non automatisé pour quelques premiers marchés. On est en TRL4 aujourd'hui. Alors, c'est assez encore early. Cependant, c'est normal. Il y a un peu tout le marché, c'est là-dessus. Et on aimerait passer dans 2 ans en TRL 6-7. Super, merci. Une dernière question, peut-être? Non, bon. Comme vous le voyez, des projets très variés dans le spatial, fascinants. Donc, n'hésitez pas à venir nous contacter. Je suis avec mon collègue Whit Benson juste ici. Si vous avez aussi une technologie qui pourrait utiliser de la donnée spatiale, des outils de la technologie spatiale ou bien le spatial comme un marché, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci à tous.